Bienvenue au 22e épisode d'Entre les cases et premier épisode vidéo. Oui, oui. Cette C'est quoi semaine, ça du vidéo? je ne sais pas. Tiens, voici nos merveilleux visages pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Euh, Je suis moi, Wintermute, et je suis accompagné de mon fidèle co-animateur. Olivier, yeah! Hey, c'est bizarre de faire ça en vidéo, là. Ouais, hein, Je suis pas habituellement. habitué de voir ma face en bas, là, dans la Moi non plus. conversation. Personnellement, me regarder pendant que je parle, c'est pas le genre d'affaire qui m'intéresse. Mhm. Ouais, maintenant on est rendu avec la page Facebook, chacun nos comptes Twitter comme d'habitude, on a le blog, on a maintenant un channel YouTube pour ces merveilleuses vidéos que on va voir si ça fait fureur ou non. Et on a une page Google Plus si vous Une voulez page quoi? avoir Google Plus. C'est Google. l'affaire que on est peut-être 5 personnes là-dessus qui sont pas des employés de Google, Ah, mais c'est à cause de toi, je suis obligé d'utiliser Google Plus, là. C'est quoi ça? ouais, moi je l'utilise parce que tu sais, j'ai un téléphone Android puis je joue à un jeu qui est Android puis la communauté du jeu est juste sur Google Plus là. Non. Mais eh. En arrière-plan, vous pouvez voir ma super bibliothèque qui n'a pas fini d'être remplie encore. Et oui, il y a même une shortbox dans la bibliothèque. Il y a des super The Boys de collection ici. Vous voyez pas le numéro 1 à cause de l'angle de la caméra. Il manque juste le 6 qui n'est pas encore sorti. On a un méga omnibus compendium de Kiss pour les malades de vieux rock. Je n'appellerai pas ça du métal. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a en arrière de moi. Toutes les binders noirs, là, ça va être super beau, mais que j'aille le temps de faire les arts qui vont sur les côtés et de les imprimer. En arrière d'Olivier, c'est quoi qu'on voit? Ben, j'ai essayé de me faire euh, une belle murale que j'ai comme un petit peu tapissée dans toute ma chambre. C'est des pages de BD, là. Moi, j'aime Que, bien Bad Girl. oui. Ok, Je sais pas quoi on dire doit. plus. C'est correct. Les gens qui nous écoutent en podcast ou à la radio doivent nous trouver un petit peu bizarres en ce moment, là. Donc, on s'attardera pas trop à nos murs et à nos décors en arrière de nous. Euh, on va dire où nous trouver, parce que c'est bien beau de dire qu'on a des pages à gauche puis à droite, là. Sur Facebook, c'est facebook.com// entre les cases. Sur Twitter, moi, c'est A commercial Wintermute2517. Il n'y en a pas pour la podcast en tant que tel. Je trouvais que juste moi, déjà que j'ai pas le temps de poster, c'était suffisant. On est sur Google entre les cases. De là, vous allez trouver notre super channel YouTube, là, mais c'est entre les cases, ça aussi. Est-ce que tu as mis un nom ou à la page Google plus? Tu Ouais, peux c'est y entre. mettre un URL plus que 28 chiffres là, puis de lettres? Ça Ah, tu fait. non. Faudrait peut-être que je fasse ça. Hmm. Ce serait comme plus simple si tout le monde veut le trouver. Ouais, effectivement. Je ferai ça cette semaine. Entre les nombreux problèmes d'ordinateur à mon travail. Ouais, vive les mises à jour de poste. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à regarder le gars du tech support tourner en rond parce qu'il comprenait rien de ce qu'il faisait. Mais ça serait pour un autre type de podcast, pas pour ici. Euh, Également, à part tout ça, il y a Pinterest que Milturf suit maintenant la page, fait que je vais être obligé d'aller poster des affaires là-dessus, là. Damn you, Milter! Damn you! Ah, juste une petite note comme ça, ceux qui nous écoutent sur YouTube, c'est bien le fun, là, mais si vous passez par Google+, vous pouvez vous joindre au Hangout, puis on va vous voir, nous regarder, ça va nous faire plaisir. Et on va pouvoir vous faire participer peut-être, poser vos questions en direct, peut-être pour les prochains épisodes ou celui-ci si vous êtes déjà là. Et Olivier, toi, on peut te trouver où? Devant la webcam. Ok. Je dois préparer mes sons de criquet pour la prochaine fois. Sur Twitter, c'est Animatrons. On peut me trouver sur la zone technoculturelle.ca. Il y a le compte Twitter de la zone techno qui est zone TC. Sur Facebook, cherchez la zone technoculturelle. Et c'est pas mal ça. Good. Moi, j'ai pas vraiment de nouvelles cette semaine qui m'ont marqué. Toi, est-ce qu'il y en a? Je vais pas vraiment regarder plus qu'il faut, là.
Manque de temps de mon côté, Ouais, là. moi, j'ai lu de la BD, je me suis remis à jour. J'ai lu Battle of the Atom, j'ai lu Arms of the Octopus. Je me suis mis à jour sur quelques titres de Valiant, puis j'essayais de me rendre à Unity, mais j'ai pas eu le temps de tout lire pour me rendre à Unity. J'avais dit que j'allais parler de Unity, fait que ça va aller au prochain épisode, dire si j'ai aimé ça ou pas. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer avec nos super coups de cœur. Donc, premier coup de cœur de la semaine. Wow, je suis allé un peu trop vite. Hein? On voit ici Cyclops dans les All New X-Men. Donc, All New X-Men numéro 18. C'est écrit par Brian Michael Bendis, dessiné par Stuart Immonen, ancré par Wade Von Grawbadger et colorié par Marte Gracia. Donc, on retrouve les All New X-Men qui viennent rejoindre l'équipe des X-Men de Cyclops. Donc, on continue exactement où le numéro précédent avait terminé avec la fin de Battle of the Atom. Je m'attendrai Chose pas que je vraiment. n'ai pas lu encore. Ben, je m'attendrai pas dessus parce que je veux pas le spoiler et parce que c'est pas un énorme coup de cœur pour moi. Mais à la fin, on se ramasse avec Kitty Pryde qui était avec Wolverine qui décide de quitter l'école pour s'en aller rejoindre Cyclops et après avec elle les All New X-Men qui étaient sous sa tutelle à l'école. Donc on peut facilement les suivre. On n'a pas besoin d'avoir lu Wolverine and the X-Men pour embarquer là. On n'a pas nécessairement non plus besoin d'avoir lu le début de All New X-Men. C'est un nouveau point de départ. Ça aurait pu être un All New Marvel Now, là, tant qu'à moi. Là. Un Mais All New X-Men. ouais, All New X-Men Marvel Now .1 on de patente. Mais sérieusement, c'est un excellent numéro. On, on suit les X-Men qui sont pas vraiment au courant d'où est-ce qu'ils s'en vont. Là. Ils se joignent à celui qui se font raconter qu'il est l'ennemi numéro un depuis qu'ils sont arrivés à notre époque. Là. Et on a un Bobby Drake qui, comme toujours, parle trop et finit par s'endormir de fatigue. On a les les coucou triplets qui font de l'attitude à Jean Grey. Ça s'annonce pas bien, ça s'annonce avec un beau clash de personnalité entre ces personnages-là. Et, bien sûr, ça serait pas complet si on n'avait pas des nouveaux uniformes. Et oui, vous regardez pas une page de Voltron pour ceux qui regardent en ce moment en vidéo. C'est réellement les nouveaux costumes qui sont aux mêmes couleurs que les Voltron. Pour ceux qui connaissent pas les Voltron, voici Voltron. Et ça vous donne une petite idée des costumes. Donc, on est quand même très près des costumes de Voltron avec les mêmes couleurs et les mêmes patterns. On a pratiquement le même nombre d'équipiers, là, si vous regardez. Donc, c'était pas très inspiré, selon moi, les nouveaux costumes. C'est peut-être un hommage. Ah, peut-être, qui sait. C'était les All New X-Men. Est-ce que tu as des questions sur les All New X-Men, Olivier? Non, mais je vais le lire dans pas trop longtemps, là. As-tu commencé à les lire déjà? Ben oui, j'ai parlé du hardcover numéro 3 il y a pas si longtemps. C'est la preuve que je suis, hein? Mais puis j'attends le trade qui regroupe toute Battle of the Atom qui sort en janvier. Ok, Battle of the Atom, je vais pas te le spoiler comme je disais, mais j'ai trouvé ça un petit peu redondant entre tous les titres. Pas de la même façon qu'on suivait d'un personnage et de l'autre. C'est juste qu'ils disent que c'est telle personne qui l'a écrit, mais tu as l'impression que les trois écrivains, parce qu'ils sont trois à avoir écrit dessus, là, Bendis, Jason Aaron et Brian Wood. Et voilà, j'avais un blanc. Ils sont trois à avoir écrit, puis j'ai l'impression que l'écriture est comme mélangée à travers les titres, mais qui ont quand même voulu laisser le nom des auteurs sur leurs BD respectives. Puis plus souvent qu'autrement, tu te ramasses que dans une BD, tu vois plus les personnages des deux autres BD que de ce titre-là. Comme pendant X-Men, tu vois pratiquement plus les All New X-Men puis les Uncanny X-Men que les filles qui forment le team X-Men de Brian Wood. Donc j'ai trouvé ça un petit peu weird à lire, mais en trade complet, d'après moi, ça va se lire beaucoup mieux. Bon, ben j'ai hâte de lire ça. Good, on va y aller avec mon prochain coup de cœur parce que oui, c'est encore moi. Mais oui, tu choisis toutes les premières lettres de l'alphabet, encore une fois. C'est pas de ma faute si c'est fait de même. Là. Donc,
Cette fois-ci, c'est Constantine. Constantine, numéro 8. Sargon, the Sorceress. Heartbreaker. Sérieusement, le titre a de l'air un petit peu méchant, là, mais c'est pas si pire que ça. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints que Constantine s'éloignait de ce qui était Hellblazer, le titre chez Vertigo. Et là, je peux dire que Ray Fox prend vraiment la peine de revenir à Hellblazer. En lisant ce numéro-là, puis le numéro précédent, on voit vraiment que c'est un fan fini de Hellblazer et qu'il a eu sa job de rêve. Il ramène tranquillement le personnage à ses racines et c'est génial. On ouvre la BD avec un flashback, c'est pour ça qu'on voit les couleurs avec tous les picots, là, comme les vieilles couleurs étaient séparées à l'époque dans les BD. On a voulu donner un look vieillot, puis c'est la meilleure façon de le donner selon moi. Là. Ça fait un effet génial et ça fonctionne. Et une fois qu'on revient au moment présent, on peut voir les couleurs qui sont vraiment vives, sûrement faites à l'ordinateur là, pour être des belles couleurs vibrantes comme ça. Là. Donc, comme je disais, c'est écrit par Ray Falk, c'est dessiné par Akko, coloré par Brad Anderson. Donc, suite au numéro précédent, Mystery, Mr. E, ou Mystery, ça fait un beau petit jeu de mots, a réussi à s'emparer de notre super John Constantine et est en train de le tuer et d'absorber son âme. Mais John avait réussi à se protéger. J'ai sauté quelques pages parce que je veux pas dévoiler tous les punchs. Là. Il avait réussi à se protéger et à se sauver de Mystery. Et grâce à un superbe, ce qu'on croit être un Deus Ex Machina, ce qu'on peut voir en arrière ici, c'est la Moonblade, qui est une dague ou une épée, selon les phases de la Lune, elle change de forme, là, qui sert à absorber les âmes. Donc, grâce à cette arme-là, il va réussir à se débarrasser de Mystery. Et Antra Mystery, comme on peut voir ici, ses acolytes vont absorber son âme afin d'absorber tout son pouvoir et de devenir vachement trop puissant. Et on a, après ça, la joie de se découvrir que ce n'était pas un Deus Ex Machina. Il y a quelque chose qui explique pourquoi la lame était placée à cet endroit-là. Donc, ça, c'est génial. Ray Fox tombe pas dans les patterns de « Ah oui, mais il y a telle affaire qui est là, mais on ne l'explique pas pourquoi il est là. » Il y avait une raison à pourquoi il l'avait mis là. Donc, ça vaut la peine d'être lu. C'est génial. C'est très bien écrit. Et on retourne vers le Hellblazer plus que du DC à l'adolescence plutôt que pour adultes, parce qu'on s'entend que Hellblazer, c'était vraiment un titre pour adultes. Et tantôt, tu mentionnais qu'il était sur Vertigo. Ben, quand c'était Hellblazer, avant d'être Constantine, oui, c'était sur Vertigo. Ok, pourquoi ils l'ont switché? Ben, parce que moi, ce que je crois, c'est Because que DC. Because DC, t'as tout compris. Hein? Mais j'ai l'impression qu'ils veulent tranquillement enlever leur titre de Vertigo puis les ramener à l'univers principal de DC pour ceux qui sont plus commercialisables côté DC. Là. C'est sûr qu'il y a des petites affaires indépendantes, ben, semi-indépendants comme The Wake qui vraiment fit pas dans l'univers principal DC. Ça reste un titre Vertigo. Mais Constantine, Swamp Thing, c'était deux énormes personnages qui ont ramené dans la continuité principale. Là. Donc il y en a quelques autres que je m'attendrais à voir finir dans les prochaines années quand il va y avoir des spots qui vont se libérer dans les New 52, là, qui bientôt on va se sentir ridicule d'appeler les New 52. Là. Parce qu'il y en aurait plus 52. Ben non, mais c'est parce que ça fait 2 ans et demi. Là, à un moment donné, après 2 ans et demi, c'est plus vraiment nouveau. Là. Ça va être les All New 52. Ouais, All New 52 and the Final Crisis on Infinite Earth and the Countdown to 52 and the New Gods. Ah, on aime ça, bâcher Marvel et DC, ça fait du bien! Ah, le prochain coup de cœur, c'est encore un de mes coups de cœur parce que oui, j'aime les premières lettres de l'alphabet, ça a l'air. On y va cette fois-ci avec. Juste par l'image, là, est-ce que quelqu'un a une idée? Pensez-y, si vous êtes à la radio, vous pouvez me détester en ce moment. Hey, c'est pas de même qu'on fait de la radio. Mais non, juste par l'image, c'est pas évident de trouver c'est quoi. C'est Non. Deadpool! Surtout si tu l'avais croppé l'image de même, ou c'était la case qui était vraiment de même. Ouais, c'est la case qui est vraiment comme ça. Ok. Je trouvais que c'était une belle case. C'est pour ça que je l'ai mis dans le logo.
C'est Deadpool, la cinquième et dernière partie de The Good, The Bad and The Ugly. Notre super aventure entre Deadpool, Captain America et Wolverine. On est ici, on a eu la plus grosse partie de l'action dans la quatrième partie avec les mutants clonés coréens. Là. Et là, on s'aventure plus dans un côté émotionnel et très psychologique, chose qu'on voit jamais pour Deadpool. Très bonne écriture de Brian Posehn et Jerry Duggan. C'est dessiné par l'excellent Declan Shalvey, il fait un travail génial sur Deadpool. Je pourrais pas demander mieux que lui. J'étais triste un petit peu de le voir passer de Venom, mais il a vraiment trouvé sa place avec Deadpool. J'espère qu'il va rester là longtemps. Et c'est coloré par Jordi Belair qui fait toujours un travail génial. On commence ici encore une fois avec un flashback. C'est comme un pattern cette semaine, les flashbacks. Flashback de Deadpool qui veut se sauver de l'hôpital. Au lieu d'y aller avec un vieil imprimé comme dans le titre de DC, ici on y va plutôt avec des couleurs qui sont plus estompées. Ça marche quand même très bien. Les flashbacks reviennent un petit peu plus loin dans la BD. C'est parsemé. Comme je disais, c'est un numéro qui est très psychologique. Là. On peut voir en page d'ouverture Wolverine, Captain America qui stratégise pendant que Deadpool est assis devant une porte verrouillée puis qui attend que la porte s'ouvre. Wolverine dit que lui, il va trouver un autre chemin pour se rendre là. Et en bas à droite, vous pouvez voir le nouveau super logo méga chiant des Marvel AR, que déjà je trouvais ça poche d'avoir le là. Ben, je trouvais ça poche d'avoir le petit AR dans un coin parce qu'on perdait un petit peu de l'âme de la BD. Là, on a un gros carré, un gros rectangle d'amant marqué As the page turns, AR. Donc, on prend encore plus de place qu'on en prenait auparavant. Puis on s'entend que Deadpool est reconnu pour avoir du AR à toutes les 3 cases. Là. Ce numéro-là est pas si pire, mais habituellement, il se donne vraiment à fond avec le AR, avec Deadpool. C'est le meilleur titre si vous aimez ça. Juste une petite parenthèse. Est-ce qu'il y en a vraiment du monde qui l'utilise? Oui, moi, Okay. Habituellement, mais là, ce numéro-là, quand je l'ai lu, j'étais dans des situations un petit peu loufoques, fait que j'ai pas pu enligner ma caméra avec le AR, donc je vous épargne le reste. Là. Non, c'est parce que moi, soit que faudrait que j'aille un téléphone pour filmer mon iPad, ou que je pogne mon iPad pour filmer le hardcover. Ouais, non, magnifique. C'est pas tout le temps la meilleure chose, là, les AR. Là. Moi aussi, ça a comme pris 5 minutes avant qu'il le détecte parce que je pense qu'il faisait son. Il y a des fois, j'ai dans une main ma tablette, dans l'autre main mon téléphone, et j'essaye qu'il voit comme il faut le panneau qui est pas de la bonne grosseur. Donc j'ai là j'ai l'air d'un esti de taouin dans l'autobus ou à ma job, puis tout le monde rit de moi. Mais, ou à la radio pendant qu'on va t'écouter. Mais avec la BD, ça va beaucoup mieux. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai pas mis, puis je vais revenir à Deadpool après. Là. Je fais une grosse parenthèse. La dernière page de Deadpool, c'est un super gros As the Page Turns qui explique c'est quoi le nouveau principe de AR. Parce que oui, ils changent le principe, puis ils disent que c'est la fin de Marvel. On va voir ce que ça donne. J'ai pas eu le temps de le regarder parce que justement, situation loufoque. La fin de Marvel. Ouais, aucune idée. Mais que j'allais écouter, je vais en reparler. Au pire, on en parlera la semaine prochaine. D'accord. Mais sur tout ça, on va revenir à nos petits moutons qui s'appellent Deadpool. Donc, on a Deadpool qui réussit à convaincre son ennemi, le docteur, d'ouvrir la porte parce qu'il est seul. Wolverine, Captain America sont partis. Wolverine qui cherche une autre porte d'entrée. Captain America qui est à l'extérieur afin de retenir l'armée nord-coréenne. Oui, Captain America retient l'armée à lui seul. Et c'est super bien expliqué dans la BD, on le voit en image et c'est juste génial ce qu'il fait, mais ça, je vous laisse le découvrir, je ne l'ai pas mis. On voit que le scientifique est dans une genre de chambre, un panic room qui ressemble à la prison de Magneto, mais avec plus de métal alentour, parce que c'est pas Magneto. Et il y a des aimants dans le plancher, chose qui empêche Deadpool de se servir de ses armes, et qui va également empêcher Wolverine de se servir de ses claws. Et de ses griffes. Ouais, ses griffes en bon français.
Une fois que Wolverine arrive, Deadpool lui dit non, non, gars, va-t'en là, je vais m'en occuper de ça, j'ai la situation sous contrôle. Si on regarde la superbe image que je monte en ce moment, on peut voir que Wolverine a encore son plaster ou diachylon en français de Hello Kitty rose. Donc, moi, ça m'a fait bien rire. Petite attention aux détails comme ça de la part de Declan Shalvey. Là. On voit ici un super tête-à-tête entre le professeur et Deadpool et j'adore le côté vraiment lugubre qu'on donne au masque de Deadpool, contrairement habituellement qui est un rouge uni. Là. On voit vraiment de l'ombrage, on met vraiment une texture qui rapporte un petit peu la noirceur de ce que Deadpool vit en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas lu les numéros précédents et qui sont pas en train de lire les bulles, je veux pas dire c'est quoi exactement. Là. Mais Deadpool met les armes par terre. Il part sur une longue diatribe que je vous lirai pas. Et le scientifique dit ouais, mais je t'écoute pas, là, ça donne à rien de faire ça. Deadpool, dans la case que j'ai trouvée la plus belle, même si c'est la plus simpliste de la BD, dit c'est pas à toi que je parlais. Et la patiente du docteur, qui est ça non plus, je vous parle pas trop des détails du personnage, va ouvrir la porte afin que Deadpool rentre à l'intérieur et se débarrasse du docteur une fois pour toutes. C'est la première case de violence et il y a en masse de violence dans les prochaines cases. Ceux qui s'ennuyaient d'un Deadpool violent comme moi, vous l'avez ici. Et une fois que tout ça s'est passé, plusieurs pages plus loin, et où on peut voir que le plus humain de ces trois personnages-là, c'est Deadpool et non pas Captain America ou Wolverine. Nos héros sortent avec l'armée nord-coréenne qui leur fait un passage pour qu'ils puissent sortir, et Deadpool qui fait le cool guy et fait exploser la base derrière lui. Donc, sérieusement, j'ai adoré. C'est une excellente finale pour The Good, The Bad, The Ugly. Je recommande à tout le monde de l'acheter lorsqu'il va sortir en trade si jamais ça vous tente pas d'aller trouver les numéros individuels. Mais c'est la meilleure histoire de Deadpool que j'ai lue depuis un long moment. Bon, ben ça va être dans 8 trades à peu près. Je sais Ah, pas. c'est Marvel, donc d'après moi c'est le prochain trade. Là. Je les achète pas en trade les Deadpool, fait que je suis pas Ok, sûr à ben j'ai acheté 100%. le Là. 2, mais je l'ai pas eu le temps de le lire encore. Ok, Ça doit être le 3 ou le quatrième, je sais pas où ils sont rendus. ouais, Qu'est-ce sûrement le qu'ils font. quatrième, là, parce ils doivent mettre à peu près 5 ou 6 numéros par trade. Là. Il me semble que c'est 5. 5, ouais, ça donnerait comme il faut, parce que The Good, The Bad, The Ugly, c'est de 15 à 19 ou de 14 à 19. Là, donc, ça ferait du sens. Là. On va y aller avec mon prochain coup de cœur, encore une fois. Oui, c'est Attends, encore. c'est une grosse surprise là, quand tu l'as écrit dans le plan. Là. Je Ben comprends là, pas si tu pourquoi. regardes l'image, c'est une fille avec un hijab et elle a une ceinture avec des explosifs. Oui, c'est les G.I. Joe. C'est la finale du méga plan de Monk contre les G.I. Joe où est-ce que son seul but c'est de faire tomber Duke, qui est le leader des G.I. Joe. Là. Sérieusement, ça c'est l'histoire que je vous avais dit qui était pas bonne, que j'aimais pas Van Lente, puis que les deux derniers numéros, celui-ci puis l'autre d'avant, sont juste géniaux. C'est de l'action qui explose à tous les bords, tous les côtés. Là. Génial. Le crescendo que Fred Van Lente a fait sur cet arc-là est juste tellement beau. Ça commence vraiment lent, par contre, ce qui m'avait fait décrocher. Là. En trade, ça risque de se lire super bien. En mensuel, c'était pas super. Surtout comparé aux autres G.I. Joe qui vraiment ne lâchaient pas avec l'action. Celui-ci, ça comme ralenti, puis ça m'avait fait décrocher. Les dessins de Steve Kirk, dans ce numéro-là, sont moins beaux que dans les numéros précédents, mais toujours quand même potables. Alan Martinez fait l'ancrage et les couleurs de Joanna Lafuente, c'est toujours constant. Vous allez pouvoir voir sur les prochaines pages qu'est-ce que j'entends par ces couleurs. Là. Elles sont quand même très bonnes. On peut ressentir les couleurs qui vont avec le militaire. Là. Donc, on commence avec Monk qui ouvre le feu sur une bande de talibans et Duke qui s'occupe de son cas parce qu'il a tiré sur des talibans non armés. Là. Et on passe à aujourd'hui. La même scène de Duke qui tape Monk pour se venger de ce que Monk vient de faire.
Parce que oui, la femme de Duke a été kidnappée par Monk et Monk a envoyé G.I. Joe sur 3 fausses pistes. Mais ça, dans les numéros précédents, on a pu voir que les 3 pistes étaient quand même des vrais threats pour la ville de New York. Là. Il y a un citoyen du Nanzao qui est dans les anciennes séries de G.I. Joe a été bombardé nucléairement par Cobra et que les Américains n'ont rien fait pour aider. Là. On a un de leurs citoyens qui avait une bombe et qui essayait de faire sauter New York. Et là, on se rend compte que la bombe ne fonctionne pas. Ensuite, on a les Dreadnought qui vendaient des armes à un groupe d'extrémistes. Et là, on se rend compte que c'est des vieilles armes qui ne fonctionnent même pas. Donc, encore une fois, une fausse piste. Et on a bien sûr la femme de Duke, qui est la femme avec le voile, là, qui, elle, est catatonique, là, est dans un état végétatif suite à une explosion qu'il y a eu au Moyen-Orient pendant que Duke était là-bas. Et Monk lui a mis une veste avec une arme chimique après, qui veut faire sauter pour contaminer New York. J'irai pas avec plus de détails. C'est vraiment c'est une fin d'arche là, donc si en dire plus, c'est vraiment gâcher toute l'histoire. Je recommande à ceux qui aiment le militaire ou qui ont aimé les G.I. Joe en étant jeunes de lire. De le lire, c'est bon et c'est le dernier opus de Van Nante sur G.I. Joe. Par la suite, on change d'écrivain. J'ai pas mes notes avec moi à me rappeler c'est qui l'écrivain, là. Mais j'ai bien hâte de voir la suite. Prochain coup de cœur, il n'est pas à moi. Non? Ah, c'est à moi de parler. My Ben God. oui. My God. Prochain coup de Euh, cœur est à toi. Je te laisse dire c'est quoi. Je pense que les gens avec l'image, ceux qui nous écoutent en vidéo, vont l'avoir deviné, mais euh, ben, c'est une série que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé parce qu'elle avait tout simplement arrêté parce que c'était la fin de la saison. Et c'est Injustice Gods Among Us qui est le annuel numéro 1. Euh, dans cette histoire-là, on Hello, hello. qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ça l'a planté de mon côté. Donc, Ok, problème technique temporaire. tu vas avoir du montage à faire. Ben non, c'est pas grave. J'ai dit qu'il allait avoir des affaires qui plantent. Donc, on continue ou on recommence avec notre Super Injustice. Ben oui, je pense que je vais recommencer du début, là. Parce que je t'ai posé une question et j'ai eu zéro réponse. Fait que... Ah, ok, ben ça l'a planté de mon côté pour ceux qui nous écoutent. Si j'ai le temps, je vais le monter, sinon. Mais vas-y. Oui, ben c'est Injustice Gods Among Us annuel numéro 1. Moi, je disais que j'avais pas trop compris où est-ce que ça se situait dans la ligne du temps. Est-ce que toi, tu sais où est-ce que ça se situe? Ben, Tom Taylor dit que ça se situe entre la saison 1 et la saison 2, là. Ok. Donc, après ce qu'on a lu et avant ce qui s'en vient en Digital First dans quelques semaines. L'année prochaine ou vraiment dans quelques semaines? Non, ça commence dans quelques semaines. J'ai déjà les sollicitations pour les prochains Ah, numéros, là. ok. Ah, fait que l'histoire commence avec Lobo qui se bat contre lui-même. On comprend pas trop vite au début. Ben, peut-être c'est moi parce que je connais pas vraiment le personnage. Euh, Ben, moi, voir Lobo qui se bat contre lui-même, j'ai trouvé ça un petit peu plate et ça s'en allait nulle part, là, mais ben, c'est parce que c'est à la troisième page qu'on comprend que c'est Harley qui fait sa thérapie là,
pour comprendre qui qu'il est, puis je sais plus trop quoi, là. Savoir s'il est fou. Ouais, ben, elle fait sa psychanalyse, là. Ben, c'est ça, là. Si vous regardez l'écran en ce moment, vous avez le nom des 36 000 artistes qui ont participé avec Tom Taylor. Oui, parce Sérieusement, il y que en a trop, on les nommera pas, là. parce qu'il est comme telle personne a fait l'ancrage sur les pages 1 à 8, puis là, l'autre personne a fait page 9 à 11, puis l'autre, puis telle personne a fait la couleur sur telle page. Ah, ok, trop long. Euh, c'est ça. Où est-ce que je t'ai rendu? Ah oui, après on retourne un petit peu dans le passé pour comprendre pourquoi Harley a détient Monsieur Lobo. Et on apprend que Superman l'a engagé pour la retrouver. Et en échange, lui, il, il a demandé d'avoir. Ben, il a vu que Lex Luthor puis Superman, il y avait des petites pilules magiques. Et que, Des petites pilules magiques, ça va ben, l'aider à se tenir bien droite. pas tout à fait ces petites pilules-là, là, mais bon, ces pilules pour que tout le monde soit aussi fort que Superman. Et là, Lobo qui part à la recherche d'Harley Quinn pour une chasse à l'homme ou une chasse à la femme, en tout cas. Ouais, on peut quand même dire une chasse à l'homme, même si c'est une Ouais, femme, hein. et je sais, c'est juste que, en tout cas, c'était dans ma tête tantôt quand je prenais Ok. des notes. On peut dire une chasse à la folle aussi. Ouais, aussi. Ok, fait que est-ce que Lobo va finir par la capturer? C'est, Ben, comme on a vu au début, je pense que c'est évident que ça va être l'inverse, c'est qu'elle va c'est capturer ça. Lobo. Mais entre-temps, euh, elle va se faire deux nouveaux amis. Ben, elle va revoir un ami qui est le Green Oui. Arrow. Et, et il se passe un moment magique avec ce trio-là qui est Harley, Green Arrow puis Black Canary, que j'ai vraiment trouvé drôle, que à chaque page que je tournais, je- j'éclatais de rire presque parce que c'est les niaiseries après niaiseries qui se disent. Ça, le bout skaté en ce moment dans la BD, là, ça c'est le bout que j'ai trouvé un petit peu inutile et qui m'a comme fait décrocher, qui a fait que c'est pas un total coup de cœur pour moi, là. Ok. Mais bon, il fallait que je te partage pour te dire pourquoi c'était pas mon coup de cœur cette semaine. Ben, tu sais, il fallait quand même qu'ils mettent un petit peu de la chasse à l'homme, là, tu sais, pas qu'il Ouais, arrive ben, au point final, puis il n'y a pas eu de combat vraiment, fait que, pas sérieux, moi je trouve que ça aurait pu être 30 pages de Harley, Green Arrow et Black Canary, puis j'aurais été heureux, là. oui. Parce que c'est Euh, là que la BD vient vraiment bonne. oui, parce que moi, le début qui se bat contre lui-même, Lobo, je m'en foutais un peu, mais c'est quand elle arrive dans la, la Arrow Cave que tout le Ça, c'est plaisir débute. Ça, c'est un méga running gag, là, parce que tout le monde rit du nom de la Arrow Cave, incluant Black Canary, Harley Quinn et même Lobo! Euh, pour ce qui est de l'histoire, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce bout-là qui est vraiment le plus intéressant. C'est ce que Tom Taylor avait commencé dans le numéro 6 digital, ben numérique plutôt, avec Harley puis Green Arrow, que j'ai jamais exploité après, mais que là, il réexploite, mais pas assez longtemps à mon goût. Ben, j'espère qu'on va les voir un peu plus dans la prochaine saison, là. Oui, ou peut-être une série avec les deux, peut-être. Ça serait génial, un spin-off là, avec juste les deux. Il ferait un excellent team-up, là. Oui. Pour ce qui est du dessin, comme on l'a dit tantôt, il y a comme beaucoup trop d'artistes. Est-ce que toi, t'as trouvé que t'as vu une différence dans le dessin? Ouais, on voit clairement la différence, mais en même temps, on, on découpe les changements d'artistes d'une assez bonne façon parce qu'on a un artiste qui travaille sur les scènes avec Lobo, on a un artiste qui travaille sur les scènes de la pourchasse, de la chasse à l'homme, puis on a un autre artiste qui travaille sur les scènes de dialogue entre Green Arrow, Black Canary et Harley Quinn.
Donc, Ben, quand moi, j'ai même, c'est pas pas. tant remarqué tous les artistes, là, le changement. Ok, Euh, moi je l'ai. C'est peut-être parce que j'ai les yeux trop sensibles à ça, là. ben, j'avais même pas regardé au début qui avait dessiné, fait que peut-être aussi il y a de ça que j'ai pas porté attention à ma lecture au début. Ah, c'est possible, ça. Fait que pour moi, j'ai bien adoré, même si je comprends toujours pas le but des annuels, mais bon, ça, c'est moi, là, mais bon. Ça s'appelle On le vend un petit peu plus cher, puis on fait un peu plus d'argent. Ouais, Dans ce cas-ci, par exemple, je trouve dommage qu'il ait fait un annuel en papier avant de le faire en digital. Mais bon, ok. parce que Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas sûr ben, ça parce que là-dessus. on a toujours la série qui sortait en Digital First. Ouais, Puis là, on a eu l'annuel et le papier en même temps. Donc, ok. j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais aimé ça qu'ils gardent le Digital First, inciter les gens à l'acheter en version numérique avant de l'acheter en version papier. Oui, mais il a racheté le. Il nous aurait vendu comme 8 fois le prix du annuel papier. Parce Ben qu'il aurait ouais. séparé à 4 piastres chaque tiers de. Ben, il aurait trouvé une façon de le faire, là. Parlant de ça, j'ai reçu mon hardcover de Injustice. Je m'attendais Ok. à avoir toute la première année dans le hardcover. Puis il y a le trois quarts de la première année dedans. Il n'y a même pas la première année au complet, là. Ok. Ok. J'ai Il été un petit peu est-tu pas déçu. mal épais ou? Non, il est quand même. Ça tombe bien, je l'ai à portée de main. Il est pas. Hey, c'est-tu magique la vidéo, hein? Ouais, c'est quand même. C'est pas super épais, là. C'est quand même tout petit, là. Mais il est le fun, il est doux. C'est rare que Ok. je vais prendre une BD et je vais dire c'est doux. Puis à peu Mais près combien de pages? est-ce que ça le dit en arrière? Ça le dit pas. Est-ce qu'ils Ben, sont par numérotés? l'épaisseur, tu es capable de dire une centaine de pages, 200? Ouais, moi, puis guesser les épaisseurs de BD, là. Wouh! Je veux dire, il y a à peu près 4 pages. Non, sérieusement, c'est l'équivalent de 8 numéros, si je me trompe pas. Ok, fait que. Ça dit pas le nombre de pages, là, mais ça dit volume 1, nanana, reprint, reprint, reprint. Euh, ah non, les, c'est les digitales 1 à 18. Donc Bon. les numériques 1 à 18. Donc ça aurait été le fun. Ben, c'est la moitié de la première année, dans le fond, parce qu'il y avait 36 numéros. Fait qu'on va avoir l'année prochaine le volume 2. Ouais, à la fin de la deuxième année en numérique, là. Bravo d'ici. Ok, avant de réveiller ma fille, je vais arrêter. Hum, Que, je pense qu'on peut y aller avec le prochain coup de cœur. oui. BD québécoise, qui a été lancée vendredi dernier, qui s'appelle L'Étéonie. Oui. Merci de la montrer à l'écran. Ouais. C'est la seule page que j'ai, donc je vais la montrer comme ça. Ok. Je vais par la suite la montrer en super wide, même si la résolution n'est Ben, pas débile, là. sinon, je peux montrer Mais la vidéo puis ouais, ben c'est ça, on va retourner à toi pour que tu montres la oui. vidéo. Je voulais juste montrer le dessin parce que Julien a vraiment fait de quoi de génial, là. Euh, quand j'ai vu la couverture, j'ai trippé, là. Donc sur ce, tu peux y aller avec la vidéo quand tu es prêt. Oui. Allez, petit menu. Désolé. Pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui voudraient voir la vidéo, vous pouvez aller la récupérer par le site du Front Front, Froid. du front froid, oui. Euh, pour ce qui est de l'histoire, c'est quelqu'un qui se retrouve sur une île déserte. On comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a des créatures bizarres, des espèces d'oiseaux géants, il y a des monstres. Il y a des espèces de roches poissons, comme des espèces de menhirs, mais en forme de poisson. Il y a une folle qui mange un espèce de gros monstre poisson, on comprend pas trop. Euh, le personnage se promène de lieu en lieu sur l'île. Il essaie de comprendre pourquoi il est là, d'où ce qui vient, euh, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il hallucine tout ça. Euh,
est-ce que l'île va finalement le rendre fou? Euh, en gros, c'est un peu ça l'histoire. Euh, Bien que ce soit quand même assez épais pour un livre que Frontfroid il fait, il y a une centaine de pages. Ouais, ben, j'en parlais justement avec un de mes amis qui est au niveau qui est dans le front, là. Il disait qu'au départ, c'était censé être une quatre-vingtaine de pages et que finalement, ça a dépassé un petit peu le nombre de pages que ça devait être. Un petit peu comme tout le projet Anticyclone font, là. Même chose qui s'était passé avec Boom à l'époque, là. Donc, mais apparemment que c'était génial. Moi, j'ai malheureusement manqué le lancement parce que je me sentais super bien. Mhm. Mais, Moi, fait j'étais que, malade, agonisant, mais j'étais allé quand même. ouais, quand j'étais pas un papa, j'étais malade, je faisais tout, mais depuis que je suis un papa, quand je suis malade, on dirait que ça m'affecte plus. Bon, revenons. L'histoire, je l'ai trouvée très intéressante, qui plane de mystères. Mais peut-être le point négatif, c'est que après avoir lu toute la BD, t'as un beau petit paragraphe qui explique c'est quoi que ça veut dire l'été. Parce que le livre, c'est l'Étéonie. Fait que Ouais. l'été, c'est une divinité de la mythologie grecque. Je vous expliquerai. Je vous dirai pas qu'est-ce que le paragraphe dit parce que ça serait de vous expliquer toute la BD. Euh, mais même en sachant que c'est un personnage de De la euh, mythologie grecque. oui, exact. Euh, Ça m'aide pas vraiment à comprendre l'histoire, c'est vraiment comprendre c'était qui ce personnage-là, vraiment qu'on comprend au complet, euh, c'est quoi toute l'histoire. Euh, la lecture de cette BD-là, même si c'est 100 pages, se fait en 10, 15, 20 minutes gros max. Ok, Euh, quand même. Ben, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc tu exact, t'es pas vraiment c'est attardé à apprécier les planches. non, c'est parce que les dialogues, vraiment, c'est euh, des trois mots, des quatre mots. Fait que ça va très vite lire les pages. C'est vraiment toujours des courtes phrases, il n'y a pas de narration en tant que telle. Ok. Mais c'est peut-être le problème que, c'est comme qu'il y avait dans les volumes de Front Froid, que quand c'était juste un illustrateur qui faisait la BD, ben le scénario, des fois, il en, pas en mange un coup, mais que c'était moins développé, on pourrait dire. Ok, ben c'est peut-être moins un cas de scénario moins développé, puis peut-être plus qu'on est allé avec des planches qui vont qui vont exprimer le scénario, là. Oui, Parce que oui, moi, parce que de ce que je peux voir des planches de Julien, c'est vraiment, il y a du détail, il y oui, a des oui, ça trucs à gauche et à droite qui il viennent y a plein de parler. détails. Il y a son style vraiment propre à lui. Tu sais, dans les dessins, on voit vraiment l'émotion puis on ressent toute l'ambiance. Mais tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir, tu sais, quand tu lis, ben, tu veux lire un peu, tu veux pas juste regarder les planches. Ouais, mais j'aime ça apprécier des belles planches, mais c'est sûr que j'aime le dialogue aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que le dessin, c'est vraiment la force de la BD. Toute l'ambiance, toute l'émotion, on le ressent. Que ce soit la peur du personnage ou le mystère de l'île et l'incompréhension du personnage, on le ressent vraiment plus dans le dessin que dans la narration. Ok. Mais c'est vraiment excellent. Mais j'aurais peut-être pris un petit peu comme dire un petit peu plus de chair après l'os là, parce que Ouais, je comprends ce que tu veux dire. oui, le relire, je vais sûrement le relire bientôt, puis je vais en comprendre des bouts plus. Je vais faire, ah oui, ok, en sachant tout. Peut-être que ça me prendrait une seconde lecture pour encore plus apprécier. Euh, mais c'est sûr que c'est quand tu lis rapidement cette BD-là, au prix qu'elle coûte, c'est quand même 15$ plus taxes. Fait que des fois, un 20 pages, un single issue,
t'en as plus à lire, puis ça te prend plus de temps. Je sais pas. Ouais, mais moi je le comparais plus avec un trade, là. C'est quand même c'est un album, c'est pas un single issue, là. Non, Mais mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certains single issues qui me prennent plus de temps à lire que ça. C'est juste ça que je veux dire. ok, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais pouvoir me prononcer quand je vais l'avoir lu, sûrement la semaine prochaine. Donc, sur ce, on va passer au prochain coup de cœur, qui est un coup de cœur de nous deux, mais je vais te laisser en parler parce que j'ai assez parlé, là. Euh, Grosse surprise, c'est Star Wars numéro 11. Euh, pour résumer un petit peu l'histoire, la flotte impériale affronte la flotte rebelle. Des super belles pages d'action dans l'espace, des combats de vaisseaux. Léa revient de sa mission de reconnaissance qu'elle essaie de trouver une planète pour établir la base des rebelles. Elle revient de cette mission-là en plein dans l'action, fait que dès qu'elle arrive, elle repart aussitôt. En même temps, Luke et Wedge, eux étaient sur une mission d'espionnage chez sur un des croiseurs Le impérial. Devastator. Ouais, le Devastator. Et finalement, pour s'échapper, ben, il embarque dans des TIE Fighters, mais en même temps que l'armée débarque pour combattre les rebelles. Fait que s'ensuit un questionnement, est-ce que on reste dans ces vaisseaux-là puis on se fait abattre tout de suite ou qu'est-ce qu'on fait? C'est toute l'espèce de stratégie qu'ils vont employer qui se questionne sur quelle est la meilleure solution. Euh, et en même temps, pendant ce temps-là, on voit aussi Han Solo, Chewbacca, puis Perla qui sont en fuite de Boba Fett. Ils ont réussi à s'enfuir. Et elle leur propose un deal sans trop vous expliquer. Elle leur fournirait de l'armement euh, contre la protection ou juste joindre la rébellion. Elle veut une place dans la rébellion pour être sûr de pouvoir avoir une job en tant que telle, là. Donc, c'est vraiment au niveau de s'assurer que, comme elle a aidé Han Solo et Chewbacca à se pousser de Coruscant, c'est sûr qu'elle peut pas retourner à Coruscant et continuer à faire la même job qu'elle faisait, là. Donc, Non. elle veut s'assurer d'avoir une place pour continuer, là. Tout simplement. Euh, mais Mais sérieux, comme on a parlé pour tous les numéros, l'histoire, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Par l'histoire, c'est Brian Wood. ouais, Brian C'est ça. Wood, les dessins de Carlos d'Andrade et des couleurs de Gabe El-Taeb. Et je l'ai pas devant moi en ce moment, j'ai pas de mémoire. T'es bon. Sérieux, j'aime ce qu'ils font, c'est vraiment beau, les planches sont C'est toujours géniales. malade, là. Je lis la BD, j'ai l'impression d'écouter un film de Star Wars, sérieusement, ils ont vraiment... Avec le scénario, ils ont capturé l'esprit, puis avec les dessins, ils ont capturé le visuel de Star Wars vraiment bien. Souvent, les BD de Star Wars, je trouve qu'ils détonnent, il manque quelque chose, mais là, on est vraiment dans le feeling de la trilogie originale. Ben, des fois, c'est le style de dessin on dirait qu'il essaie de le mettre plus cartoon ou trop réaliste avec des dessins à la peinture. Et effectivement, je suis d'accord avec ton point de vue là-dessus, là. S'il y aurait plus de séries dans ce style de dessin-là, je pense que il pourrait me convaincre à en lire plus. Effectivement. Parce que souvent, le Star Wars, c'est malheureusement pas super bon. Ben Donc, oui, comme je n'ai déjà parlé des histoires de Boba Fett, même s'il est badass, c'est pas toujours super intéressant. effectivement, hein. Donc, c'était Star Wars pour cette semaine. On a fait le tour de nos coups de cœur, 7 coups de cœur. On va y aller avec maintenant nos moments de la semaine. On n'a pas de coup de batte cette semaine, donc on sera pas méchant. Ben, toi, là, c'est toi qui te trompes, il n'y a pas Ah, les c'est mon Blast from tour! C'est totalement mon tour de me tromper.
Oh yes, c'est pas moi qui s'est trompé cette C'est semaine. moi qui s'est trompé, c'est moi! Donc, ouais, c'est pas nos moments de la semaine tout de suite. C'est le Blast from the Past à Olivier. Euh, Cette semaine, j'ai fini de lire American Vampire volume 4. Est-ce que tu as des images de ça ou faut que j'essaye de montrer ça sur ma webcam? Je pense qu'il va falloir que tu utilises ta webcam. Ouh, d'accord. Voici le volume 4 d'American Vampire. On est rendu où dans l'histoire avec le volume 4? Parce que j'ai lu un petit peu d'American Vampire, mais je suis rendu après le cycle de Las Vegas, je crois. Euh, je sais pas où ce que t'es rendu Ok. parce que c'est quand même DC et Vertigo, fait que ça a fait comme 1 an et 3 mois, quelque chose du genre, avant que je puisse lire le volume 4. Ok, ouais. Fait que je commence à lire, je fais comme, ben, où c'est qu'on est rendu? Euh, Parce qu'on commence l'histoire, ben, juste avant de raconter l'histoire, le livre, il nous donne 3 courtes histoires. Ça regroupe les numéros 19 à 27, fait que c'est quand même un gros trade. Ouais, quand C'est même. à peu près 8 numéros. Euh, Fait que c'est ça. La première histoire, c'est The Beast in the Cave, qui est un flashback dans les années 1800, où ce qu'on apprend l'origine du premier American Vampire, là, le premier vampire américain. C'est celui qui appelle Candy. Euh, mais là, ce que j'en ai compris, c'est une belle petite madame ici qu'on peut voir tout nu, Ah, qui ok. est, Non, qui je pense est, que je suis pas rendu qui là est encore. indienne. Ben, c'est ce que j'en ai compris qu'elle elle était la première vampire. Mais c'est ça, c'est parce que c'est un petit peu confus dans ma tête, parce que en sachant pas au début que c'était un flashback, parce qu'il me semblait que le troisième volume, il se passait dès le début 1900, fait que là tu commences 1800, c'est un petit peu confus pour moi au début. Euh, c'est ça, en 1800, Skinner Sweet, il est pas encore vampire. Ça se déroule pendant la guerre contre les Indiens, fait que c'est la conquête de l'Amérique. Cette histoire-là, c'est peut-être pas la plus intéressante à mon avis. Euh, euh, oui, c'est ça, excusez-moi. Euh, la deuxième histoire qui se nomme Death Race, euh, c'est un chasseur de vampires, euh, le petit monsieur avec les lunettes qu'on peut peut-être voir ici, qui s'appelle Travis. Pendant 2, 3 numéros, il va faire une course contre quelqu'un, vraiment une death race, là, une course contre la mort. Euh, mais ça prend du temps avant de savoir contre qui il fait la course. Et dans ce numéro-là, on finit par en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qui est devenu Skinner Sweet, qui est un des vampires américains. Ouais, ben c'est quoi, on décroche de suite à un moment donné dans l'histoire ou? Euh, ben dans ce volume-là, il y a pas une importance très grande, euh, vraiment comme dans la première histoire de Beast in the Cave. C'est, il joue plus comme le rôle du méchant officier qui veut pas suivre les ordres, un genre de rebelle, mais finalement euh, qui finit par aider le monde parce qu'en même temps, il y a une espèce de côté sadique que pour lui, il faudrait tuer tous les Indiens, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette idée-là. Dans la deuxième, euh, on prend vraiment comme une pause de lui, mais on le voit à la fin. Puis la troisième histoire que je trouvais peut-être la plus intéressante, on est toujours dans les années 50. Je sais pas si j'avais mentionné les années 50 pour la Death Race. Non, je pense pas Non, que tu l'avais mentionné. j'ai oublié. Fait que c'est ça. On reprend un petit peu plus dans Dead Race la continuité qu'il y avait, parce que depuis le volume 1, on a fait toutes les décennies, puis on est rendu à peu près en 1950.
dans le troisième qui s'appelle The Nocturne. Là-dedans, c'est aucunement Monsieur Sweet. C'est un nouveau personnage que la première fois qu'on voit. C'est un Afro-Américain noir qui a une job que je savais pas trop c'était quoi au début, un taxinomiste. C'est quelqu'un, la taxinomie, c'est la science qui a pour but de classifier des différents éléments d'un domaine ou d'une science. Fait que lui, il s'est inventé une job en allant dire non, ben, il fait le recensement des types d'espèces, pas les types d'espèces, les types ou les espèces de vampires. Là, il va se rendre dans un petit village perdu dans le fin fond des États-Unis, où il y a une sorte de vampires qui sont à mi-chemin entre vampires et loups-garous. Et dans sa job, il doit éliminer les vampires parce qu'il travaille pour une des agences. Je sais plus trop, il la nomme pas vraiment, mais une des agences. Je pense que le personnage s'appelle Hope, qui dirige ça, qui ont le but d'exterminer les vampires. Ok. Oui, j'aurais peut-être oublié de mentionner de quoi pour ce personnage-là. C'est un des 3 seuls vampires américains à être répertoriés, qui sont les Homo habilis americana. Fait que t'as lui, Skinner Sweet, puis Pearl Jones, qui sont des vampires américains. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a d'autres vampires américains. Pour ce qui est de l'histoire, ben c'est Scott Snyder. Je trouve que c'est vraiment excellent son style d'écriture. Les dessins de Raphaël Albuquerque. Carquet, sont toujours aussi beaux. Moi, je trouve que le style rend totalement justice à l'écriture. C'est vraiment... Ouais, son style est vraiment bon pour l'écriture que Snyder fait par rapport aux vampires. Sérieusement, j'ai de la misère à m'imaginer quelqu'un d'autre. Peut-être Sean Murphy pourrait faire un bon rendu, mais ça serait trop différent selon moi. Là. Je trouve que c'est pas mal un bon duo qu'ils font ensemble. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il reste un volume à American Vampire avant d'arriver à la pause qu'on est en train de vivre en ce moment. Ouais. Fait que dans un an, je vais vous en reparler, là. Ouais, ben dans un an, tu vas l'avoir, puis la pause risque de se terminer en même temps. On va voir rendu là. Hein. Fait que ça, je trouve que c'est toujours intéressant de voir l'évolution de Skinner Sweet au fil du temps, puis de voir où ce qui est rendu. Il y a comme une espèce de mystère de pourquoi il travaille pour les bons, fait que monsieur qui est super vilain, fait que c'est à suivre. D'accord. Donc, dans notre à suivre, on va y aller avec nos moments de la semaine qui sont pas dans le même ordre que dans notre fichier avant que tu commences. Donc, c'est le mien qui est en premier ici parce qu'ils sont dans l'ordre alphabétique. Donc, c'est pour ça, c'est les All New X-Men. Il y a une super scène où est-ce que Bobby arrête pas d'interrompre Kitty qui essaie de leur dire quelque chose et il pose des questions non-stop et elle arrête pas de lui dire qu'il devrait arrêter de parler et écouter les autres comme Henry McCoy fait parce que Henry, lui, il est toujours en train d'écouter puis les gens, ils se rappellent qu'il écoute donc ils disent qu'il est intelligent et c'est là qu'on a Henry qui fait « Hein? Je suis désolé, j'écoutais pas. » Donc, ça se revire contre Kitty. Là. Donc, c'était mon moment de la semaine. On va y aller avec le moment de la semaine de mon compagnon maintenant. Oui. Yeah, je me demandais si tu l'avais. Ben oui, je l'ai. C'est dans Injustice qu'on a parlé précédemment, où est-ce que le running gag revient avec Harley qui dit... qui parle de la Arrow Cave, puis Green Arrow qui fait comme « Oh non, pas encore ça ». Je l'ai trouvé bien drôle qu'ils reviennent, puis là que The Black Canary qui est d'accord avec Harley, qui fait comme ça n'a pas de sens son nom là, de Arrow Cave, puis qui dit ça devrait peut-être s'appeler la Quiver, puis elle dit ah c'est vraiment meilleur comme idée là. Je changerai pas le nom.
Oui, puis t'as Green Arrow qui gueule ça. Puis là, Ouais, il finit par lui dire comment t'as trouvé ma place secrète. Fait que, qu'après, d'autres gags suivent. ouais, d'autres gags, et ça fait juste dégénérer Exact. dans les pages qui suivent. Donc, ouais, c'est. En gros, c'est ça. Exact. Donc, c'était nos moments de la semaine. Allez acheter des BD où vous allez rire, ça vaut la peine, c'est le fun, c'est différent. Oui. Donc, après tout ça, on a eu une question d'un auditeur cette semaine. En fait, juste comme on allait commencer l'enregistrement, il y a Yannick Zurek qui a posté une question sur la page Facebook. Il a posté un lien vers Conan and the People of the Black Circle, si je me trompe pas dans le titre. Il Non, dit c'est que bien ça. c'est chopé ça, il s'est chopé le numéro 1 il n'y a pas longtemps, puis il demandait si on a lu la suite et si ça vaut la peine. Personnellement, j'ai pas encore commencé. C'est un Conan écrit par Fred Van Lent, donc Monsieur G.I. Joe que je vous parlais, et qui écrit également Archer and Armstrong chez Valiant. Donc, c'est sur ma liste de lecture. J'attendais juste de me remettre à jour dans les Conan de Brian Wood avant. Brian Wood qui termine son arche sur Conan le mois prochain, si je ne m'abuse, si c'est pas ce mois-ci. Là. Donc, et le numéro 2 de Conan The People of the Black Circle, je ne crois pas qu'il soit sorti encore. J'ai pas vérifié mes trucs, là. Mais sérieusement, si c'est comme son écriture sur Archer and Armstrong et sur G.I. Joe, ça risque d'être bon. Les arches vont peut-être faire la même chose, commencer lentement, puis s'en aller vers quelque chose de génial vers la fin. Mais je peux pas me prononcer, je l'ai pas encore lu. Mais je recommande quand même ce qu'il fait parce que Dark Horse font extrêmement attention à leur Conan et Van Lent est quand même très génial au niveau de son écriture. Donc, c'est chez Dark Horse, ils ont leur propre app si vous voulez le lire en numérique. Sinon, vous pouvez aller le chercher en magasin ou attendre le trade. Dark Horse sont quand même bons sur leur trade, surtout avec Conan, parce qu'ils sortent des éditions de collection en plus de sortir leur trade. Ok, c'était la question de la semaine. On n'en a pas eu d'autres. Vous nous aimez plus. Mais c'était notre premier épisode vidéo. Oui. Malgré le fait que ça l'a planté de mon côté en plein milieu, parce que ça a l'air que Google Chrome contrôle W et mon application pour les images contrôle W aussi. Chrome, ça le fait fermer. Puis c'est le toggle de largeur sur mon logiciel pour les images. Donc, j'étais pas focusé sur la bonne fenêtre. Et voilà, c'est ça qui cause les problèmes. C'est de ma faute. Je me suis pas trompé, puis c'est de ta faute. Ouais, je me suis trompé 2 fois pendant l'épisode quand même. C'est quelque chose, là. Il fallait juste qu'on fasse une vidéo pour que je me mette à me tromper. Là. Sur ce, est-ce que il y a d'autres choses? Je pense pas avoir rien d'autre à dire cette semaine. Déjà qu'il va y avoir du montage à faire en masse pour couper notre gaffe en plein milieu si je décide de faire le montage. Là. Non, à la place, je vais souhaiter une bonne semaine de lecture à tout le monde. Je vais vous inviter à venir nous écouter live et à partir du prochain épisode, sur Google+, je vais ouvrir les commentaires. Donc, vous allez pouvoir nous écrire des commentaires en direct pendant qu'on fait l'épisode. Donc, nous poser vos questions, nous faire des simagrées. Et vu qu'on est en direct, je vais peut-être en profiter pour les gens qui nous joignent en direct pour faire un concours. Oui, oui, une BD à tirer. J'ai plein de BD en arrière de moi. Là. Il y en a là-dedans, là, c'est du double. Oui, il y a des super trades en double. Il y a des hardcovers en double. Donc, Je vais les prendre d'abord. malheureusement, Oups. non, ça marche pas de même. On donne ça au monde qui nous écoute. Donc, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine de lecture. Bonne semaine de lecture.